Ça faisait longtemps, professeur. Tu crois qu'il y a encore des gens pour écouter tes fadaises? Il doit bien y en avoir encore quelques-uns. Et il y aura toujours des gens pour se poser trop de questions, Ferdi. Tout le monde t'a parlé de tous les sujets, cousin. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir dire des trucs qu'ils savent pas déjà? Je peux au moins essayer de continuer à me poser des questions. Et je suis sûr que eux aussi continuent de trouver des réponses que je ne connais pas encore. Bon ben, attachez-vous à vos poudres de chenillettes, les copains. Je crois qu'il va encore nous sortir le pastis de l'anis, ce fada. Ce que tu dis n'a aucun sens. Lethalfold en anglais est un mot valise qui comprend les mots lethal, mortel, et fold, qui signifie pli. Le mot français mort rempli est une très bonne traduction de son nom anglais. Il s'agit d'une créature rare qui ressemble à une cape noire capable de glisser sur le sol et d'escalader un lit pour recouvrir sa victime, l'étouffer et la digérer en ne laissant aucune trace de son passage. Son point commun avec les détraqueurs, il est possible de le repousser avec un Patronus. Mon hypothèse, c'est que comme le détraqueur est une métaphore de la dépression, il est possible que le mort rempli soit un symbole des terreurs nocturnes, ou bien encore de la paralysie du sommeil. Durant cette dernière, on a la sensation de se réveiller mais de ne pas pouvoir bouger notre corps. Cela peut même parfois s'accompagner d'hallucinations et une sensation de peur ou d'angoisse. Ça a été le cas pour moi quand j'ai subi une paralysie du sommeil. Comme il est très difficile dans cet état de faire la différence entre l'hallucination et la réalité, il est possible que Rowling ait tenté de nous dire qu'il nous faut dans ces moments-là nous concentrer, une fois encore, sur nos souvenirs heureux pour pouvoir repousser cette peur panique. Quand on découvre le nifleur Teddy dans les animaux fantastiques, on découvre aussi une caractéristique propre aux nifleurs. Il semblerait que leur poche ventrale soit plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. On le voit très bien quand Norbert secoue Teddy pour le vider de tous ses larcins. La capacité du nifleur à stocker autant de choses dans sa poche fait écho à un objet bien connu, le sac de Hermione, dont l'intérieur est grandi par un sortilège d'extension indétectable. Il y a fort à parier que ce sortilège a pu être inventé par un sorcier qui se serait inspiré de la poche des nifleurs. Elle était un peu facile celle-là, cousin. T'aurais pas quelque chose de plus consistant? Et celle-là, ça te va? Il est dit que le Patronus d'une personne prend la même forme que l'animal qu'il devient lorsqu'il se transforme en animagus. Sauf qu'on sait que le Patronus d'une personne peut changer au cours de sa vie. Par un choc émotionnel par exemple, ou par amour comme c'est le cas pour Tonks, dont le Patronus, qui était un lièvre, se change pour devenir un loup. Et c'est là qu'il y a un hic, parce qu'à aucun moment on nous parle d'un animagus dont la forme animale est changée à un moment donné de sa vie. Pourtant, si le Patronus et la transformation prennent la même forme, cela voudrait dire qu'il peut arriver qu'un animagus se voit changer de forme animale dans sa vie. Dans une première hypothèse, on pourrait donc penser que la règle du même animal dans les deux cas soit fausse. Mais si elle est vraie, et qu'aucun animagus n'a jamais changé de forme animale durant sa vie, ça sous-entend peut-être qu'à partir du moment où un sorcier peut se changer en animal, sa personnalité est figée et il ne peut plus véritablement changer au cours de sa vie. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi James n'a jamais pu renoncer à son arrogance et à son goût pour faire des blagues, pourquoi Sirius n'a jamais cessé d'être impulsif et a gardé toute sa vie le goût du risque, ou encore pourquoi Pettigrew n'a jamais pu être autre chose qu'un lâche, ou que Rita Skeeters ne s'est jamais remise en question même après que Hermione l'ait capturée. Il ne s'agit là bien sûr que d'une petite théorie, mais que je trouvais intéressante à partager, même s'il existe sans doute bien des arguments pour la réfuter. Ouais, c'est un peu de tarabiscoté du poil et du beau truc ton histoire. T'as pas fumé la feuille de mandragore par hasard? Alors 1, comment tu sais, et 2, celle-là elle devrait te plaire. Je crois avoir remarqué un détail sur les fantômes de Poudlard et je ne suis pas certain qu'il ait été développé ailleurs. Je compte donc sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Si on regarde l'histoire d'au moins 3 des 4 fantômes des maisons de Poudlard, on peut se rendre compte qu'ils ne représentent pas les qualités de leur maison, mais leurs défauts. Nick s'est montré arrogant et trop sûr de lui en pensant qu'il pourrait embellir une dame de la cour royale, sauf que son incompétence l'a amené à faire apparaître sur le visage de cette dame d'énormes défenses d'éléphant. Si Sir Nicolas a eu l'arrogance bien connue des Gryffondor, il n'a en revanche pas eu leur courage car c'est par peur qu'il a refusé la mort et est revenu vivre en tant que fantôme. Il éprouvera auprès de Harry des regrets sur ce choix et de la honte de ne pas avoir été capable de ce courage. On peut même rajouter qu'il a été particulièrement paresseux de son vivant, ce qui est bien loin du caractère aventureux des Gryffondor. La Dame Grise, Helena, fille de Rowena Serdaigle, avait soif de sagesse et voulait sortir de l'ombre de sa mère. Si désirer la sagesse est un signe caractéristique des Serdaigle, la façon dont Helena a tenté de procéder a en revanche cruellement manqué de bon sens, car elle pensait que voler le diadème de sa mère lui aurait permis de parvenir à ses fins. Ce cruel manque de sagesse n'a fait qu'éloigner la mère et la fille,
au point que Rowena est décédée avant que Elena ne l'ait rejointe. La Dame Grise est désormais rongée par les regrets, et c'est parce qu'elle a tenté d'acquérir la sagesse sans faire preuve de sagesse qu'elle s'est condamnée. Le Baron Sanglant avait été envoyé par Rowena Serdaigle pour retrouver Elena, car elle savait que, conduit par l'amour, le Baron n'arrêterait jamais de la chercher. Le Baron Sanglant a eu la persévérance des Serpentards, leur filouterie, et à l'image de bon nombre d'entre eux, semblait n'avoir aucun problème à s'affranchir des règles morales, en traquant une femme comme un animal. En revanche, les Serpentards sont aussi connus, comme l'a dit Phineas Nigellus Black, pour avoir l'instinct de survie. Et en sautant lui-même la vie, le Baron Sanglant a à la fois abandonné cet instinct, mais a aussi eu honte de lui-même et de ses actes, s'infligeant de porter des chaînes en pénitence pour tout le reste de son existence de fantôme. Un geste bien loin de la fierté inébranlable des Serpentards. Je n'ai pas trouvé de faute commise qui aurait trahi les valeurs de Poufsouffle, à part peut-être son imprudence et son manque de discernement en soignant des moldus par la magie sans précaution. Étant moi-même un Poufsouffle, je ne veux pas avoir l'air de faire de préférence pour ma propre maison, alors n'hésitez pas encore une fois à vous exprimer en commentaire si vous trouvez par quelle faute le moine gras a pu faillir à sa maison. Alors Ferdi, celle-là elle te convient? Elle est pas mal, en plus ça parle de fantômes. Et tu sais cousin, moi aussi j'ai trouvé un truc. Je crois que je sais pourquoi Poufsouffle n'a jamais gagné la Coupe des 4 maisons. T'as trouvé un truc toi? Eh ouais, regarde ça. Tu as vu cousin? Il y a 2 sabliers verts, et il n'y a pas de sablier jaune. C'est Serpentard qui pique les poings de Poufsouffle depuis le début. Je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Bref, c'est quand on ne se posera plus de questions qu'il n'y aura plus de réponses à trouver. Alors n'arrêtez jamais de vous poser des questions. Et on se retrouve le plus vite possible pour parler d'Hermione Granger.